n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a encore plein de places. Prenez un siège. C'est comme au cinéma, en fait. Est-ce qu'on peut m'amener la team Avalanche et Solana pour parler d'écologie, s'il vous plaît? On m'a soufflé à l'oreillette que la blockchain est en panne. Mais quand elle est en panne, elle ne consomme pas d'énergie. Voilà, maintenant on a tous les Solana et les Avalanches maximalistes qui nous détestent. Bravo. Maud, elle pensait que ça serait super corporate. J'ai même préparé des notes, fait mes petites notes et tout. Je suis sérieuse, moi. Jus d'orange, nuggets. Ça partait d'une bonne intention. J'attends le top de la régie. Ok, nickel. Donc, trêve de plaisanterie, même si je suis certain que ça va continuer. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette magnifique table ronde où nous allons aujourd'hui tenter de discuter, tenter entre guillemets de lever le voile sur le futur du Web3 et surtout, est-ce que celui-ci a la possibilité d'être écologique, écologiste? C'est en tout cas ce que beaucoup de gens lui souhaitent. Avant de démarrer, je propose à mes différents amis ici de se présenter pour un petit peu que vous sachiez situer les personnes. Donc je sais pas, vas-y. Du coup, Damien Sarafi, enchanté. Du coup, je travaille chez Filmining depuis 4 ans maintenant, en tant que commercial sur la vente, notamment des machines de minage, mais pas que, puisqu'on fait aussi pas mal de stacking. Donc voilà, pas mal de sujets. Pour le coup, tu es un peu sur les deux sujets, donc minage et node, enfin staking. Okay. Ouais, après, au départ, Filmining, c'était beaucoup tout ce qui était masternode. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de demandes là-dessus quand même. Donc c'est plus du stacking sur Ethereum, Solana, ce genre de choses. Mais ouais, on a toujours gardé le volet mining sur principalement du Bitcoin. On a fait aussi un peu de Kaspa. Et voilà, on continue de se développer là sur les Émirats, le Mexique. Parfait. Voilà. À toi, Maud. Du coup, moi, c'est Maud Banwart. Je travaille pour le projet Alephium, qui est une blockchain proof of work développée pour les smart contracts et les applications décentralisées. Et du coup, comme toute blockchain proof of work, c'est une blockchain qu'on peut miner. Mais on a un petit twist sur proof of work pour améliorer son efficacité énergétique à large échelle. Voilà. Super. Du coup, moi, c'est Arthur Corral, le président de Ordina Mining. On est une société originellement de managers, donc on manage des fermes aux États-Unis. Ensuite, on s'est concentré sur le hosting et donc la vente de miners. Et maintenant, donc, la construction de fermes entières de minage aux États-Unis, plus spécialement au Texas. C'est ça. Voilà. Très, très belle activité d'ailleurs au passage. Merci. Et le dernier? Le meilleur. Florent Gabriel, CEO et cofondateur de Blob.io, une solution de clé en main de minage de Bitcoin, de Kaspa, d'Alephium et de Dogecoin. Avant, j'étais électrotechnicien sur des barrages hydroélectriques pendant 7 ans. J'ai travaillé sur des turbo-alternateurs pendant 3. Et avant Blob.io, on a travaillé pour plusieurs sociétés de mining, des plus grosses, des plus petites. Et voilà. C'est un beau CV. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Kevin, alias Monsieur TK, créateur de contenu sur YouTube, effectivement, principalement axé autour du minage, des nodes et compagnie. Je pense que vous l'aurez compris en voyant les visages autour de cette table ronde. Le Proof of Stake n'est pas fièrement représenté, mais on va quand même essayer de le défendre un petit peu parce que je vous propose de commencer effectivement par quelque chose de classique et sensible. L'activité humaine sur Terre consomme des ressources, quelle que soit l'activité humaine, elle consomme des ressources. Ces ressources sont quand même en quantité limitée d'une certaine façon, ou en tout cas sont plutôt positionnées dans certaines régions du globe plus favorables que d'autres. Et donc on se retrouve effectivement avec un gros paradigme où d'un côté on a une demande qui est croissante de la part des mineurs de crypto-monnaies qui sont toujours à la recherche d'électricité, si possible, la moins chère disponible pour avoir la plus grosse rentabilité. Et d'un autre côté, effectivement, cet aspect écologiste que l'on retrouve de plus en plus, en tout cas principalement en Europe. Effectivement, il y a peu de temps, maintenant ça commence à dater, hein, ça fait 2-3 ans, mais le Ethereum qui est passé en Proof of Stake et autres, on en reparlera. Je vais commencer d'ailleurs d'abord directement, hein, tu nous as parlé effectivement que tu as installé des fermes de minage du côté des Émirats Arabes Unis, si je ne dis pas de bêtises et autres. Ouais. Donc j'imagine que là, il y a beaucoup de soleil, il doit y avoir du solaire et compagnie. Là-dessus, est-ce que déjà il y a quelque chose qu'on peut parler justement sur cet aspect du fait d'utiliser des énergies renouvelables plutôt que du charbon ou autre
dans l'activité justement liée aux activités de minage, principalement de crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit sur les derniers chiffres, j'avais fait des petites recherches aussi, je crois qu'on est proche de 60% de l'énergie au global consommée qui s'apparente à du renouvelable. Après, il y a d'autres sujets. Effectivement, les Émirats, aujourd'hui, Filmaning, par exemple, on est positionné sur le désert de Al Dhafra, où c'est un gros parc photovoltaïque. Donc ça permet d'avoir de l'énergie pas chère du tout, parce qu'on peut avoir de l'énergie à moins de 4 centimes d'euros du kilowattheure. Après, il y a d'autres sujets. Il y a un sujet aussi d'intermittence, ce qui fait qu'on doit aussi utiliser des énergies qui ne sont pas renouvelables, notamment du gaz. Et il y a aussi le sujet de la chaleur. Donc c'est pour ça que je pense sur le mining, en fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent être en Islande, au Canada. Il y a des avantages et des inconvénients. Les Émirats, il y a aussi des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc le mieux sur cette industrie, c'est d'être diversifié. Mais oui, il y a une grosse opportunité là-dessus. Il y a aussi au Moyen-Orient, par exemple, l'Iran, qui a beaucoup de gaz torché, qui est aujourd'hui réutilisé pour faire du minage de Bitcoin. Et on a aussi, en fait, je trouve que le minage de Bitcoin, je pense qu'on en reparlera un peu après, mais c'est un des seuls instruments qui permet de convertir rapidement, facilement de l'énergie en argent. Et donc de créer une incitation quelque part aux énergies renouvelables, à la transformation énergétique, en allant chercher de l'énergie pas chère. Et je pense, en tout cas pour toi qui est aux États-Unis, le flare gas, justement, Ouais. est-ce que tu peux déjà expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas du tout ce que c'est, et puis expliquer en quoi c'est intéressant dans votre cas? Oui, bien sûr. Donc, la production par flaring, entre guillemets, ça va être une production récupérée sur les puits de pétrole ou ce genre d'installations qui sont dédiées à la fracturation des sols, entre guillemets. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est pas du tout éco-responsable, est-ce que vous voulez. Mais c'est une énergie qui est très peu chère, entre guillemets, au Texas et dans pas mal d'endroits, comme par exemple en Iran, apparemment. C'est une énergie qui a été énormément consommée par des mineurs pendant beaucoup d'années. Je pense sur les 5 dernières années, ça a été vraiment l'énergie la plus consommée. Depuis qu'il y a ce sujet d'écologie qui a été mis en place, les mineurs, que ce soit au Texas, aux États-Unis ou même dans d'autres pays, se tournent du coup plutôt vers des énergies un peu plus éco-responsables et du coup un peu plus rentables. Essayons de produire de l'énergie avec des infrastructures directement dédiées à celle-ci pour pouvoir rebalancer ensuite dans le grid et éviter que ces fracturations des sols, etc., soient utilisées pour la population. Je te coupe 2 secondes et après tu auras la parole, Flo, mais juste, le grid, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, le grid, ouais, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise tous, mais ouais, c'est vrai que c'est bien de définir. Le grid, c'est l'énergie que vous allez consommer, c'est les lignes que vous allez utiliser. En France, c'est EDF qui va posséder la totalité du grid, mais c'est votre énergie domestique en fait, que vous utilisez, et c'est le réseau électrique. Voilà. Super, merci. Je vais me faire l'avocat du diable. Parce qu'en fait, on entend, oui, 60% de renouvelables, ou on entend aussi des conneries comme quoi Bitcoin consommerait autant que l'intégralité des brosses à dents de la planète, ou d'un pays, ou je ne sais quoi. Le problème de ces études, c'est que soit elles sont financées par des lobbies anti-Bitcoin, typiquement Ripple qui a financé pour 5 millions Greenpeace. Enfin voilà, donc plein d'études qui sont complètement bullshit d'un côté, financées par des banquiers de banque centrale, et d'autres qui sont pro-Bitcoin. Et pour avoir été au cœur, et je jette un peu un pavé, mais du Bitcoin Mining Council avec Julien, c'est sur des bases déclaratives. C'est-à-dire que si nous, on a envie de dire que par exemple, notre minage en Islande, on le fait avec des volcans, on dit que c'est fait avec des volcans alors que c'est fait avec de la géothermie. Si on a envie de dire qu'au Kazakhstan, c'est des mecs qui font du vélo, c'est des mecs qui font du vélo, alors qu'en fin de compte, tu es toujours sur un mix énergétique. Et la vraie question, parce qu'au final, cette conférence sur l'écologie, on l'a déjà faite plein de fois, c'est vrai que ça aide à développer les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'on est des charognards, on est des vautours. On va chercher l'énergie la moins chère, quelle qu'elle soit. Si demain, brûler des pneus Michelin, c'est plus rentable que faire du solaire, il y en a plein qui vont brûler des pneus Michelin, parce qu'on est dans un monde capitaliste, c'est très triste. Et heureusement qu'il y a 2 choses qui vont faire en sorte que ça ne soit pas le cas. 1, la régulation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que quand il y a des lois qui vont sortir de plus en plus et qui vont certifier le mining, et ce n'est pas encore le cas, de vraiment dire, ok, ça commence. Ça commence. Mais c'est pas encore le cas partout dans tous les pays. Ça va en Inde, on va voir. C'est léger. Ou en Iran. C'est léger. Même aux États-Unis, c'est très léger. Même aux États-Unis, surtout, c'est très 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 léger. Vous minez avec quoi, vous ? Hydro. Il y a tout qui brûle à côté. Hydro. Non. Donc, c'est quasiment ça. Donc, il faut se méfier de ces études. Et la vraie question, c'est... Donc, je reviens sur ça, c'est oui, on est des charognards. Et il y a 2 choses qui font que c'est pas le bordel, entre guillemets. C'est 1,
les énergies renouvelables, la nature est bien faite, c'est rentable. C'est-à-dire que c'est rentable. Sauf que la nuit, quand il n'y a pas de solaire, on fait quoi ? On passe sur le grid. Si le grid du pays, c'est du charbon, ça sera du charbon. Si le grid du pays, c'est du nucléaire, ça sera du nucléaire. Si le grid du pays, c'est du pétrole, parce qu'en France, on a tendance à diaboliser les autres énergies fossiles, parce que pour une fois, on a fait un truc pas mal qui s'appelle le nucléaire. Donc on aime bien dire que le reste, c'est de la merde, mais tout le monde en brûle autour de nous du charbon. J'habite à Strasbourg, j'ai du ciel de charbon toute l'année, moi, des Allemands. Donc, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Bien sûr que c'est mieux d'utiliser des énergies renouvelables qui polluent, parce que comme tu l'as dit, Kevin, tout a un impact, même respirer, ça a un impact. Même les vaches, quand elles pètent, ça a un impact. C'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est quelque chose que j'ai déjà dit souvent. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que cette solution, en tout cas pour Bitcoin, désolé Maud, est-ce que cette solution infalsifiable, incensurable, décentralisée, qui permet d'émanciper des peuples, qui permet de bancariser des gens qui étaient débancarisés, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parce qu'au final, Bitcoin, c'est quoi aujourd'hui ? En tout cas, la crypto. C'est 0,5%. Encore une étude, on sort des chiffres, je dis qu'il ne faut pas écouter les chiffres, j'en sors un. Mais ça, grosso modo, on est entre 0,5 et 1% de la consommation mondiale de la planète. Les appareils en veille sur la planète, c'est 10%. Netflix, c'est 1%. Enfin, je veux dire, il y a immensément d'autres conneries sur la planète qui sont beaucoup moins avantageux ou qui ont un rôle sociétal beaucoup moins important, qui vont consommer beaucoup plus. Et Bitcoin, pourquoi c'est tellement décrié, tellement attaqué, et de moins en moins d'ailleurs, parce qu'ils ont bien compris maintenant, c'est juste parce que ça gênait. Donc la question, c'est pas l'écologie, c'est une industrie comme une autre aujourd'hui. Et pour rebondir sur ça, c'est ça qui est très bien justement sur cette table ronde, c'est que là, vous avez eu le point de vue de, entre guillemets, 3 mineurs de crypto-monnaies. On a la chance d'avoir quelqu'un qui n'est pas, pour le coup, un mineur, mais qui est plutôt un projet de crypto-monnaie avec Alephium. Ce projet de crypto-monnaie a choisi la volonté de partir sur du proof of work, et après tu pourras justement expliquer le proof of less work, mais au final, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous parle tout le temps de plus en plus de réduire les consommations, réduire l'électricité, se tourner vers des solutions en proof of stake qui sont, pour le coup, il faut bien le dire, beaucoup moins consommatrices d'énergie. Dans le cas de Alephium, pourquoi avoir choisi justement entre guillemets, ce méchant proof of work ? Je vais quand même juste rebondir sur ce qui a été discuté avant. Et aujourd'hui, on voit quand même un gros revirement. Le cycle précédent, Bitcoin et le minage, c'était le diable. Voilà. Mais on voit quand même un gros revirement qui n'est pas du tout... qui est intéressé, bien évidemment, parce que c'est, comme tu le disais, d'un point de vue financier. Mais au final, le minage, c'est une solution extrêmement efficace pour dimensionner des infrastructures avec de l'énergie renouvelable, parce que ça s'allume et ça s'éteint. Ça s'allume et ça s'éteint, et ça permet de manière beaucoup plus efficace de dimensionner, de financer ces infrastructures, et en plus, ça te fait gagner de l'argent. Donc c'est clairement intéressé, mais on voit quand même un revirement de l'industrie avec, en Allemagne, c'est Deutsche Telekom, au Japon, TEPCO, au Texas aussi. ERCOT, qui ont annoncé qu'ils avaient économisé, alors pareil, c'est des nombres annoncés, mais quand même 18 milliards, et qu'ils avaient pu arrêter d'utiliser les stations, les trucs de gaz qu'ils utilisent quand justement l'énergie renouvelable. Oui, parce que justement, ça, on peut rebondir là-dessus. Le principe même de venir accueillir des énormes centrales de consommation de Bitcoin sur un territoire, le but, c'est de venir réguler le grid. Donc, par exemple, au Texas, on va venir financer des infrastructures pour Bitcoin, pour venir consommer l'excédent d'énergie qui est produit, et du coup, venir jouer sur la régulation du cours de l'énergie à l'instant T, et pouvoir faire soit de la revente lorsqu'il y a des pics d'électricité qui sont atteints, soit justement la consommer lorsque personne ne consomme, et éviter du coup de rendre des infrastructures électriques peu rentables. Voilà. En fait, il faut bien comprendre qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Ouais. On ne peut pas la stocker. Oui, vous allez me dire, il y a des batteries et tout, mais pour la consommation d'une population, on ne sait pas la stocker. La meilleure solution qu'on a aujourd'hui, c'est des lacs, c'est des steppes. C'est-à-dire que comme en France, Revin, enfin un lac en haut, un lac en bas. Quand la bourse de l'énergie, le prix est pas cher, on turbine, on remonte l'eau dans le lac au-dessus. Et quand y a des demandes sur le réseau, il turbine, c'est là qu'il turbine. Et au final, ERCOT au Texas, les énergéticiens avec les mineurs deviennent leurs meilleurs amis et leurs pires ennemis en même temps. C'est-à-dire que plutôt que de vendre l'électricité à prix négatif, parce qu'au final, quand je travaillais sur des barrages hydro, j'étais appelé parfois en astreinte la nuit, et on devait couper l'eau, c'est-à-dire les turbines, on les coupait, et on passait l'eau dans les vannes, parce que le prix de l'électricité était négatif. C'est-à-dire que tu devais payer si tu produisais.
Alors qu'aujourd'hui, des mineurs comme Ordina, comme d'autres aux États-Unis, vont absorber, avoir un prix avec l'énergéticien et leur assurer toujours quelqu'un qui va consommer cette électricité et en plus, quand il y aura des pics, de s'effacer. Et c'est pareil en Australie maintenant, je crois que c'est à Melbourne, où maintenant les résidents qui produisent l'électricité en solaire, s'ils veulent la réinjecter dans le réseau, vont bientôt devoir payer pour le faire. Ouais. Et d'ailleurs, si vous regardez les shareholders des plus grosses sociétés de mining, vous serez assez étonné et vous allez voir beaucoup d'énergie, productrice d'énergie. Et justement, c'est le bras armé de la consommation d'énergie peu rentable. Je pense qu'EDF, ils vont comprendre dans 5 à 10 ans, normalement. Mais Ils y sont déjà, ils ont énormément de substations. avec aux Exaion. États-Unis. Mais là, on arrive sur un sujet qui est justement donc, la base de ce qu'on disait. Donc là, depuis le départ, je me fais l'avocat du diable, bien entendu, pour le coup, mais depuis le départ, vous me parlez de consommation d'énergie, de réguler le grid, de consommer des ressources naturelles et autres. Mais depuis le départ, on a effectivement une solution qui est le proof of stake, qui consomme, pour le coup, énormément moins d'énergie. J'ai dit que je me faisais l'avocat du diable. OK ? Je me mets de l'autre côté. J'ai envie de dire, pourquoi s'obstiner avec ce minage, peut-être hormis pour Bitcoin, pourquoi s'obstiner à vouloir continuer à réaliser des crypto-monnaies en proof of work, alors qu'on a une technologie, le proof of stake, qui permet de réduire drastiquement ces consommations d'énergie. Tu auras la parole, parce que toi, tu vas beaucoup parler. Je vais te donner un mot. Non, mais parce que, pour le coup, vous avez créé un projet, vous avez choisi le proof of work. C'était une volonté de votre part. Exactement. Et clairement, on était à contre-courant de l'industrie, surtout à l'époque, parce qu'on le projet a été développé en 2019-2020 et le mainnet lancé en 2021. Et nous, on a toujours voulu être une blockchain qui est pour les tokens, les smart contracts et les applications décentralisées. Donc, clairement, de construire sur proof of work, c'était un peu on était au contre-coup de l'industrie, mais pour nous ce qui était vraiment important, c'est les gens ont un petit peu oublié ce qui avait enthousiasmé les gens avec le Bitcoin, la désintermédiation. La désintermédiation, parce que ce qu'on ne prend pas en compte dans les réseaux proof of stake, c'est quel est le coût de faire tourner ta propre de participer au réseau de la blockchain, de faire tourner ton nœud et de pouvoir toi-même, sans intermédiaire, aller vérifier les informations, aller vérifier que ta transaction a bien été processée sur la plupart des réseaux proof of work et en tout cas sur Alephium. Tu peux faire tourner ton nœud sur un Raspberry Pi, tu peux aller vérifier ça. Et pour nous, après, c'est des questions d'opinion, mais on pense vraiment que Proof of Work, c'est le mécanisme de consensus le plus robuste pour assurer cette décentralisation, mais aussi pour avoir un réseau qui est résilient. Parce que la facilité avec laquelle on peut faire tourner un nouveau nœud, c'est aussi la résilience du réseau. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des scénarios catastrophes où tout le monde va aller couper l'électricité sur les validateurs Proof of Stake, mais un réseau Proof of Work, si, je ne sais pas, il y a une catastrophe dans un endroit du monde, pour faire repartir le réseau, ça prend 2 secondes de faire tourner un nœud et de contribuer. Ton réseau est beaucoup plus résilient. Sur Solana, il faudra d'abord que tu ailles acheter ton serveur à 100 000 balles, que tu l'installes, et après, tu pourras peut-être le synchroniser et faire tourner, participer, avoir ta copie de la blockchain, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet, comme tu l'as dit, d'accessibilité, en fait, à la sécurisation du réseau. Aujourd'hui, sur Bitcoin, ça se discute à certains moments parce que les ASIC sont quand même aussi chers parfois. Donc voilà, mais on peut créer quand même un nœud sur Bitcoin sans forcément être un mineur. Aujourd'hui, tu veux être validateur sur Ethereum, il te faut 32 Ethers. Déjà, il faut acheter 32 Ethers. Donc il faut passer potentiellement par un exchange, donc un KYC, donc de la conformité. Enfin, il y a pas mal de barrières qui font que après, tu as des solutions alternatives. Filming le fait, d'autres boîtes le font pour faire de la délégation partagée sur Ethereum. Mais ça ne change rien en fait, au fait que je pense que Bitcoin, c'est un peu l'étalon à ce niveau-là, au niveau du proof of work. Après, peut-être que Bitcoin, dès le lancement, aurait été en proof of stake. Et aujourd'hui, on aurait trouvé ça très bien. En fait, on ne le sait pas. Mais je pense que le fait d'avoir de la preuve de travail, d'avoir de la décentralisation sur l'accès déjà du mining sans forcément acheter un actif, sans forcément acheter du Bitcoin, aujourd'hui, c'est une force. Après, il y a quand même. Alors, j'ai pas regardé les prix des mineurs Bitcoin et je veux pas comparer Alephium à Bitcoin. Pas beaucoup à 100 000 balles. Hein. Mais aujourd'hui, sur Alephium, il y a des mineurs qui coûtent le prix, qui sont moins chers qu'une grosse GPU.
Après, c'est le problème de les ASIC, c'est spécialisé, donc c'est clair qu'on ne peut pas l'utiliser pour éliminer autre chose, donc c'est un petit peu différent, mais en termes de coût, il y a des mineurs qui ont des performances égales aux gros mineurs industriels qui sont moins chers qu'une GPU. C'est même pas que ça. Le problème du proof of stake, c'est toujours le trilemme de la blockchain. Décentralisation, sécurité, scalabilité. Aujourd'hui, si AWS tombe, il y a combien de blockchains qui tombent? Alors, au final, tu vois, je te répète la question, Kevin, c'est pourquoi faire des blockchains alors? Restons avec les banques. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Restons avec des systèmes centralisés. On fait un hyperledger sous le bureau et on s'appelle Cardano ou je ne sais quoi. Et on continue comme ça. Je veux dire, Bitcoin est la seule solution aujourd'hui qui est hautement décentralisée, qui est hautement sécurisée. Oui, elle n'est pas très scalable, mais c'est pas son but. Il y a les Layer 2, il y a Lightning Network, il y a plein de choses. Après, je vais pas faire le maximaliste, c'est-à-dire Bitcoin c'est le mieux et tout. Je pense que c'est bien qu'il y ait de la recherche, c'est un vrai laboratoire, on est dans un bac à sable. Il y a plein de... Tu vois, quand tu as des maxis, tu dis ah, non, ça c'est de la merde et tout. Je dis, attends, parce que peut-être que ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, par exemple, Caspar, c'est très bien. Et peut-être que Bitcoin va s'en inspirer sur certains trucs, ou peut-être que là, quelque chose qui va être créé par une autre équipe va permettre de développer quelque chose sur Bitcoin plus tard. Et il ne faut pas oublier que chaque blockchain a une utilité qui est différente. On n'attend pas la même chose d'Ethereum que de Bitcoin. Oui, mais on est d'accord, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais on est quand même d'accord qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on a vraiment un système, de manière générale, qui nous pousse à aller vers la moindre consommation d'énergie possible. Je vous avoue que j'ai jamais vu autant de Tesla que sur ce parking. Et on me fera pas dire ce qu'on veut. Je veux dire, il y a quand même une volonté à un moment donné, que ce soit un État, un gouvernement ou que sais-je. Actuellement, s'il y a beaucoup de Tesla, c'est probablement parce que c'est des très bonnes voitures, pas ça. Mais s'il y en a beaucoup, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi à posséder ce type de véhicule. Donc, à un moment donné, je te les donne l'avantage, moi. 7 000 € de bonus à la conversion. Attends, il y avait combien d'autres? 5 000 de primes bonus écologiques. Tes Zika qui sont 20% majorés. Tu veux que je continue les avantages? Ils sont là, les avantages. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comme pour revenir là-dessus, donc, à un moment donné, il y a des gouvernements, des États qui nous poussent à aller vers effectivement une réduction de nos consommations, un changement de nos mentalités. Vous m'avez parlé, à juste titre, de Bitcoin. Sauf qu'on l'a bien vu, hein, de nos jours, les crypto-monnaies, effectivement, Bitcoin reste la numéro 1, mais on se retrouve avec des centaines de milliers d'autres crypto-monnaies. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas se dire, encore une fois, je mets du mauvais côté, est-ce que, OK, Bitcoin a été créé en Proof of Work, donc on le garde en Proof of Work, et tout le reste, on le bascule en Proof of Stake, sachant que, pour le coup, on a eu un bel exemple avec Ethereum, ça me fait mal de le dire, mais sa transition s'est quand même pas trop mal passée vers le Proof of Stake. Ça a quand même pris 5 ans, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est passé d'un truc qui, sur l'échelle de la décentralisation, scalabilité et sécurité, c'est pas scalable, à quelque chose qui est toujours pas scalable et qui est plus décentralisé. Ah ouais, bah incroyable. T'avais qu'un problème, t'en as rajouté un deuxième. Moi, j'adore payer 15 balles de frais quand je dois faire une transaction à 50 balles. Ah, Kevin, là, pour le coup... Après, je me faisais l'avocat. C'est le sujet du cas d'usage. En fait, par exemple, je sais que dans notre boîte, on le fait, on a des gestionnaires en DeFi. Le gars qui est en DeFi, qui doit gérer 10-20 millions. Son but, c'est de faire un yield. Il utilise un layer 2, que ce soit chez AWS ou chez quelqu'un de centralisé, il s'en fout. Son client veut faire 10% à l'année. Si on lui donne 10%, c'est OK, tu vois. Donc après, voilà, je pense que ça se retranscrit. Aujourd'hui, effectivement, il y a des projets en Proof of Work. Il faut voir, je pense qu'il y a plein de choses de bien qui peuvent se passer. Maintenant, effectivement, tu fais l'arborescence, tu as Bitcoin Proof of Work, et tout le reste aujourd'hui en DeFi, c'est du Proof of Stake. On a des layers 2, peut-être que demain il y aura des layers 4. Mais est-ce que c'est réellement un problème qu'on ait plein de layers en fait? En réalité, tant que le gestionnaire de fonds, il fait sa finance, il arrive à avoir son yield, il arrive à faire son prêt emprunt, tout va bien quoi. Non, mais là où je veux rebondir, c'est tu parlais. Je pense que c'est important qu'on continue d'innover parce que ce qui est embêtant, c'est quand tu as 40 Layer 1 où c'est des copy-paste les unes de l'autre et la différence, c'est quel VC est derrière et combien d'argent ils peuvent financer pour leur grain de programme, ça, c'est pas utile. Mais d'avoir des Layer 1 différentes ou même des Layer 2 qui offrent des compromis différents, parce que l'industrie arrivera à une maturité quand il y aura des solutions qui seront matures avec des trade-offs différents. Aujourd'hui, du côté de Proof of Work, pour dire, à l'Ephium, aujourd'hui, on est le plus gros écosystème DeFi en Proof of Work. Et on n'est pas très gros. Hein. C'est qui le VC? Il n'y en a pas. Mais
Et on n'est pas très gros, donc c'est vraiment pour dire aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à innover. C'est clair, 40 fois une copie d'une blockchain IVM avec un nom rigolo et des millions pour faire un grain de programme, ça ne sert pas à grand-chose pour l'industrie. Mais des blockchains qui vont développer des solutions différentes, tu mentionnais Caspa, je vais mentionner Alephium parce que c'est pour ça que je suis là, mais il y en a plein d'autres qui continuent d'innover et qui essayent d'apporter justement des trade-offs différents pour des cas d'usage différents. Je pense qu'il y a encore de la valeur et il y a énormément de choses qui restent à faire. On oublie un petit peu parce qu'on a accès à la technologie blockchain très tôt par rapport à d'autres technologies. Il y a plein de technologies. Normalement, l'utilisateur retail n'a pas accès à ces technologies à ce stade de maturité nulle part ailleurs. Donc, on oublie un peu qu'il reste encore beaucoup à faire. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tu dis un truc qui est très intéressant. C'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, simple utilisateur, je ne dirais pas qui cherche, etc. En fait, que tu utilises une blockchain en proof of work ou en proof of stake, à partir du moment où tu joues avec ton wallet, tu les envoies sur un exchange pour vendre, tu fais de la DeFi, que sais-je, tu ne vois pas que derrière, c'est soit un validateur, un mineur, soit c'est un node qui tourne quelque part dans le monde. C'est pareil pour le mining. Hein. Oui, c'est pareil. C'est exactement. Donc là, pour le coup, je me mets dans la peau d'un investisseur lambda qui est juste là pour faire du pognon et qui s'en fout complètement de savoir que c'est en proof of work ou proof of stake. Moi, du moment que mon wallet fonctionne, tant mieux. Et je pourrais me dire, à la limite, si en plus je peux économiser un peu d'électricité, encore mieux, allons-y. Ouais, bah écoute, j'ai un super système qui s'appelle... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelait ce truc, mais il suffit que tu recrutes 4 potes à toi. Et ta mise, elle sera remboursée. Et eux, ils vont de nouveau trouver 4 potes à toi. Parce que si tu pars de ce principe-là, tu peux rentrer dans n'importe quel MLM de merde et tu fais ton rendement et tu dis bon, bah j'ai mon rendement, moi tant que j'ai mon rendement. Non, Kevin, tu peux pas partir du principe que dès que je fais le rendement, je m'en branle de ce qu'il y a derrière. Sinon, tu vas sur PancakeSwap et tu chopes du cake et les mecs, ils comprennent même pas l'inflation qu'il y a en face. Il faut toujours comprendre d'où vient le rendement en fait. Est-ce que le rendement, il vient d'une création de valeur? Est-ce que c'est toi le rendement? Ou est-ce que c'est toi le rendement? Ou est-ce que. Oui, mais j'ai du cake. Tu fais quoi du cake? Ah, mais après je le restack et j'ai du sirop. Ah ouais, et après je fais quoi? Et après je fais une boucle sur un AV. Ouais, en fait, le problème il est là. C'est d'où vient le rendement. Oui, faites le rendement, mais sachez sortir un moment et sachez surtout d'où il vient. Et que ça soit le mining, que ça soit le proof of stake, que ça soit n'importe quoi, don't trust, verify. C'est-à-dire que si vous êtes sur une plateforme et vous comprenez pas comment elle fonctionne, bah, vous n'utilisez pas la plateforme. Il faut comprendre vraiment comment ça fonctionne derrière. Pourtant, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de plateformes sans vraiment savoir ce qu'ils font. Bah exactement. Et tu apprends le jour où tu te fais rect. Ah bah là, tu apprends bien. Alors là, tu apprends ce que c'est une pool de liquidité. Aller plus loin. Et tu m'as compris. Je veux dire, il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Typiquement, tu fais du mining. Bah, t'avais des boîtes de mining à l'époque, je sais plus comment elles s'appelaient, c'était basé sur un mode Ponzi MLM. Si t'as pas accès à la pool de mining pour voir ta machine tourner, tu sais pas si tu as une machine derrière. Quand tu mets dans... Alors Lido, c'est open source, enfin, tu peux aller voir et tout, donc ça c'est bon. Mais c'est pareil. Est-ce que Lido, c'est le liquid staking sur Ethereum pour ceux qui connaissent pas. Ça permet de pas mettre 32 Ethers. C'est-à-dire que si vous avez, parce que tout le monde bien sûr a 32 Ethers pour la décentralisation, mais ça permet d'aller sur Lido, on peut mettre 0,5 Ethers si on a envie et choper 3% de rendement à l'année pour ne plus posséder ses ses Ethereum dans sa ledger et faire le rendement pire qu'une chambre de bonne parisienne. Enfin, chacun prend son risque, quoi. C'était relativement bien amené. Je ne sais pas. Ce que vous voulez. C'est plus quoi dire maintenant. J'allais dire. Il y a le sujet aussi de la centralisation sur les mineurs. Quand on voit que 3 pools de minage occupent beaucoup du mining dans le monde. Donc après, je comprends le fond, mais en fait, moi, je me base toujours sur le fait que tu parlais de PancakeSwap. Sur PancakeSwap, tu as des pools WETH, WSTETH. Sans impermanent loss, tu vends tes cakes tous les jours, t'es en bénéf. Quelqu'un qui peut faire vraiment de la finance, de la DeFi, je pense que ça reste intéressant. Après, on le voit aujourd'hui, qui aurait pu parier sur un Ether à 3 000 $ avec un BTC à 100 000 $? C'est vrai que c'est là où il y a la balance de cas d'usage vs confiance. Les gens ont confiance en Bitcoin. C'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est comme toujours, des paris, on peut en faire des temps qu'on veut sur la comète, mais si on avait gardé un Ethereum en proof of work, est-ce qu'à l'heure actuelle, avec un Bitcoin à 100 000 $, est-ce que notre Ether ne serait pas plus haut ou au contraire plus bas en fonction des choses? Parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a aussi la rentabilité du minage qui entre en compte.
Et donc, à un moment donné, si le mineur n'est pas rentable, soit il délocalise dans un pays où l'électricité est moins chère, ou il arrête ses machines. Est-ce qu'à un moment donné, d'une certaine façon, le fait que Ethereum serait peut-être, je dis bien peut-être, on est dans pure spéculation, mais est-ce qu'en restant en proof of work, est-ce que ça ne l'aurait pas obligé à tirer son prix vers le haut et qu'on serait actuellement avec un Ether à 6, 7, 8 000 dollars plutôt qu'un Ether à 3 000 qui peine péniblement à sortir la tête hors de l'eau, entre guillemets. Je pense qu'il faut que tu fasses un tweet à la fondation Ethereum. Ouais, Parce qu'ils ont faut leur pris demander ça assez plein la directement. gueule ces dernières semaines. Là, je pense, excellente idée. Avec Deci, tu refais le monde. Et si Trump il n'avait pas été élu, Ouais, et s'il n'y avait pas Max qui faisait CryptoSer, il y a quand et, même une question de rentabilité et de consommation, forcément, bien évidemment. Mais bon, après, voilà, on peut pas voir ça directement. Si Proof of Stake serait pas passé, bon, ça c'est un peu compliqué à dire. On peut pas faire de plan sur la comète. Mais en effet, il y a quand même une rentabilité liée à la consommation d'énergie. L'énergie, c'est quand même quelque chose d'assez tangible. Hein, on l'utilise au quotidien. Donc forcément, à partir du moment où on connecte un miner à une consommation, il faut y avoir une rentabilité. Et si 70% des mineurs du monde entier consomment aux alentours de 7 cents du kilowattheure, et ben à un moment donné, il va falloir garder ce prix du Bitcoin rentable pour une certaine consommation. Je pense qu'il y a un sujet aussi là-dessus. Ouais. il y a même un sujet qui va se poser dans les 10 prochaines années, c'est les frais de transaction. C'est-à-dire que pour le moment, oui, les rewards, ça suffit, mais on n'arrête pas de dire, oui, mais en 2140, qu'est-ce qui va se passer? Bon, spoiler alert, personne ne sera là, hein, donc déjà, on ne le saura pas. Mais c'est quand même une question qu'on peut se poser, parce que c'est trop facile de faire, comme tout le monde, dire, oui, bon, c'est la génération d'après. Il n'y a pas 50 solutions. Enfin, j'en vois pas 50. C'est une question qui se pose souvent, c'est les frais de transaction sont censés compenser la création de nouveaux bitcoins. Parce qu'il y en aura de moins en moins avec les halvings. Pour le moment, les frais de transaction, ça ne fait pas son rôle. Et plus il y a de mouvements avec les ETF et plus il y a de mouvements dans des plateformes centralisées, moins il y en aura. Donc, soit le prix du bitcoin, il sera très 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 haut, soit les frais de transaction, ça a pris le relais, parce que peut-être il y a de la DeFi sur Bitcoin, je ne sais quoi. Soit le Bitcoin, il ira à zéro un jour, ou une autre solution, c'est que peut-être plus tard, ils vont faire un consensus, nos enfants, plus tard, de dire, bon, est-ce qu'on prendrait pas le wallet de Satoshi de 1 million et on le refout sur 100 ans? Et du coup, peut-être que la bonne réponse à tout système monétaire, c'est peut-être toujours l'inflation, terrible. Après, tu as les subventions aussi. C'est que si demain, BlackRock, ils redistribuent une partie de leurs frais de gestion aux mineurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix, parce que s'ils font pas ça, les mineurs, ils mangent pas. Ouais. Je pense que ça sera une des solutions. Tu vois, des associations un petit peu décentralisées, entre guillemets, qui vont récupérer des subventions pour les mineurs, quoi. C'est une solution, ou alors ils ont pris complètement le contrôle du réseau et ils crament le wallet de Satoshi et ils le remettent sur 100 ans. Et du coup, le proof of stake, c'est pas si mal. J'allais donc en verdict, le proof of stake, c'est pas si mal au final. Non, parce que là, il nous reste... Je vais retourner au Après, Crédit c'est pas le Mutuel, même moi, il but, m'a c'est pas le convaincu, même c'est but. fini, voilà, terminé. Non, là, il nous reste une 10-15 minutes, les amis. Je voulais garder les 10-15 minutes pour les questions-réponses. En tout cas, s'il y en a. Sinon, on pourra continuer avec grand plaisir ce débat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a moyen de faire circuler un micro. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a un monsieur là, en tout cas au mieux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, vous parliez de l'évolution du Bitcoin, mais il y a un truc, à mon avis, qui va venir beaucoup plus vite, c'est le cassage des cryptographies quantiques. Les ordinateurs quantiques vont casser le SHA 256 dans quoi? Dans 20 ans. Donc Alors, le Bitcoin va bien être obligé d'évoluer, non? Alors, figurez-vous que c'est un sujet, c'est très intéressant, très bonne question. C'est vrai que ça revient très souvent hein, depuis qu'on a eu les modèles et autres. C'est un sujet que je connais quand même relativement bien, qui m'intéresse énormément. Alors, je vais le faire très très simple pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, pour vous la faire très simple, les ordinateurs quantiques à l'heure actuelle ont une façon de calculer qui est bien précise. Donc, on les a tous construits d'une certaine façon, qui calculent d'une certaine façon, et la façon dont on les a construits ne permet pas le déchiffrage, le décryptage du SHA 256. Donc ça veut dire que si demain, un Google, un IBM, que sais-je, un grand fabricant d'ordinateurs quantiques voulait commencer à craquer du SHA 256, il doit reprendre tout depuis le début. Donc tous les millions, les milliards dépensés, on jette à la poubelle, on réapprend à l'ordinateur quantique à recalculer sur la base du SHA 256. On pourrait le faire, on pourrait se dire j'ai des millions, etc., etc. Et là, il y a deux grandes solutions, de grandes alternatives qui existent. Il y a d'une part le fait que la communauté Bitcoin, si demain on le venait à lui dire qu'on a la capacité de craquer, de déchiffrer le SHA 256,
il y a de fortes chances qu'ils décident de forquer. On pourrait se retrouver sur un autre algorithme de minage. Et donc là, l'ordinateur quantique, de nouveau, on jette tout à la poubelle, on recommence de début, on cherche à le programmer pour ça. C'est une chose. Et nos machines. Et mes machines. Oui, désolé les gars, tout ce qui est en SHA finit à la poubelle aussi. Mais alors il y a surtout une autre grande chose, c'est que le SHA 256, il est certes utilisé par Bitcoin, mais il est surtout utilisé par le système bancaire que l'on connaît tous à l'heure actuelle, et que donc il y a beaucoup plus d'intérêt à l'heure actuelle en tout cas si vous êtes quelqu'un qui a des intentions malveillantes, de vous tourner vers le système traditionnel. Il y aura beaucoup plus d'argent à voler que de craquer Bitcoin. Mais c'est vraiment la force de Bitcoin, c'est sa polyvalence, c'est la communauté. C'est parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de le faire, mais demain, Bitcoin voudrait basculer sur du Blake 3. Vous êtes en Blake 3, vous, hein? Oui. Demain, ce serait fou, mais imaginons, Bitcoin décide de prendre le même algorithme qu'Alephium, on recommence de zéro et c'est reparti, quoi. Voilà, ça tombe bien, on en a plein des machines. Oui, si vous minez déjà du HAL, vous pourrez miner du Bitcoin. Je compléterai juste ce que tu disais, TK, que le SHA-256 est aussi utilisé pour les armes nucléaires. Donc je pense qu'en fait, on aura d'autres soucis, si jamais c'est le cas. Et surtout, si jamais il y a quelqu'un qui arrive à pirater, entre guillemets, à falsifier les adresses ou à pirater le réseau, en fait, il sera propriétaire de rien, de zéro. Donc en fait, aucun intérêt. N'hésitez pas, il nous reste 10 minutes. Bonjour, j'ai une question. Vous parlez à chaque fois de la récupération d'énergie pour miner avec une électricité la moins chère possible. Par contre, je pense que vous êtes mieux renseigné sur la question que moi, sur le fait qu'un mineur, ça émet énormément de chaleur. Donc pourquoi est-ce que vous ne récupérez pas cette chaleur pour se permettre de typiquement se chauffer ou des choses comme ça? À l'heure actuelle, avec un BTC à 100 000 et au prix de l'électricité en France, et les connaissances actuelles, vu la consommation électrique de chaque personne dans un foyer qui tourne aux alentours des 1300 € par an, grosso modo, d'après mes informations. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore développé de système de mining chez soi, individuellement, et qui permettrait aussi de décentraliser la centralisation des mineurs, comme vous disiez à l'heure actuelle? Voilà, j'ai une question, s'il y a des projets là-dessus, est-ce que c'est possible et comment on pourrait mettre ça en place, soit dans des foyers, dans chaque maison, ou dans des nouvelles constructions de bâtiments? Il y en a. Il y en a déjà. Il y avait Sato qui avait fait un projet de chaudière sur le Bitcoin mining. La problématique, c'est que c'est vraiment de la résistance. Alors que tu n'es pas dans de la thermodynamique avec des pompes à chaleur qui sont encore plus performantes. C'est-à-dire que ton kilowattheure en France, il est vraiment trop cher. Ça sera de toute façon pas rentable. C'est-à-dire que ça sera plus rentable pour toi d'avoir une pompe à chaleur. À la rigueur, tu pourras mettre un système de mining si tu as envie. Mais vu le coût de la machine, tu vas être obligé de prendre une ancienne. Et du coup, tu vas vraiment pas être rentable. C'est bien plus rentable de miner dans d'autres pays. Et alors la question qui se pose, typiquement nous on mine en Islande, au Kazakhstan, aux États-Unis. En Islande par exemple, tu dis vous récupérez pas la chaleur. Ouais, mais les mecs ils creusent à 1,30 m de profondeur, il y a 45 degrés qui sortent. Donc la chaleur c'est pas leur problème. Et ils ont tous un petit puits et toute la baraque elle est chauffée avec ça. Donc là-bas tu peux pas. Tu en as d'autres comme Gwensas qui va récupérer la chaleur au Congo et qui va faire de la pâte de fruits, séchage de pâte de fruits à côté. Nous on est sur un projet avec Edu Énergie. Edouard, je ne sais pas s'il est dans la pièce, s'il est dans la pièce il peut lever la main. Il n'est pas là, pour chauffer des villes en Finlande. On va se mettre en fait sur le circuit d'eau de la ville et faire des conteneurs de 2 MW qui vont chauffer toute la ville. Tu as dans d'autres endroits où il y a ces récupérations de chaleur de plus en plus, et nous on travaille sur un projet où on va récupérer le gaz de torchères, parce qu'au final les torchères on ne l'a pas trop expliqué, mais comment ça fonctionne. En gros il y a les puits de gaz de schiste et tout, et il y a toujours du méthane qui sort et des gaz rares. Ce gaz, il est 20 fois plus polluant que le CO2. Donc il est brûlé avec les grandes torches qu'on voit et l'énergie est perdue. Les mineurs récupèrent ces gaz, ils font une combustion parfaite et ils font du mining avec. On pourrait dire oui, mais on pourrait faire de l'hydrogène et tout, pas rentable. On pourrait dire oui, mais on peut tirer des lignes. Ouais, sauf que tirer des centaines de kilomètres de lignes, c'est pas rentable pour un puits qui fait 5 ans. Du coup, les mineurs de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ce gaz en énergie, mais il y a toujours un sortant. Et là, nous, on est en train de travailler dessus, parce que le sortant, c'est quoi? De la chaleur, effectivement, et du CO2. Et nous, on est en train de regarder pour, potentiellement, on va faire un proof of concept dessus, faire des algues. Parce que pour faire des algues, l'entrant, c'est du CO2 et de la chaleur. Donc effectivement, rien ne se perd, tout se transforme, mais il faut toujours voir la rentabilité. Tout est toujours une question de rentabilité. C'est rentable? Oui, on le fait. C'est pas rentable? Non, on le fait pas. Et tu as une grosse question aussi sur l'industrialisation. C'est un modèle qui fonctionne très très bien sur de l'industrialisation, mais pas vraiment sur du modèle à domicile. Aujourd'hui, sur des énormes productions, on va dire, comme tu disais quoi, des algues?
Non, c'est ça Ouais, des algues. Quoi. Voilà, des algues, de l'aquaponie ou ces choses-là, ça fonctionne. De la très, coco très bien. quoi? L'aquaponie, c'est de l'aquaponais. C'est un petit poney dans l'eau. Tu connais pas? J'ai compris qu'il faisait de la cocaïne. Ouais, la cocaïne? Ouais, pas mal. Non. Ça sera coupé, ça, non? Ce sera Non, tout non. montage. Donc Ordina Mining est spécialisé en Colombie de... Qui c'est qui va au Mexique? Pardon? Ouais, c'est ça. Non, moi je suis pas au Mexique. Donc c'est des modèles qui fonctionnent très très bien sur de l'industrialisation, mais vraiment pas sur du modèle à domicile parce que trop coûteux, trop peu rentable et trop compliqué à installer et à diversifier. Donc, voilà. Juste Merci. pour ajouter un mot là-dessus très rapidement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça se développe beaucoup aussi au Kenya. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, typiquement, vous avez un barrage. Qui va financer un barrage 3-5 millions d'euros s'il n'y a pas de rentabilité? Ça n'a pas forcément d'intérêt. Aujourd'hui, on a des mécanismes qui se mettent en place. Par exemple, l'ancien CEO de Twitter a pas mal participé à ça. Ils vont financer des barrages hydroélectriques, ils vont mettre en place des containers d'ASIC. Et donc derrière, ils vont produire du Bitcoin, ils vont pouvoir du coup financer le barrage. Et derrière, ça profite aussi à des personnes sur place pour créer de l'emploi, gérer ce conteneur en question et créer une économie sur place et surtout alimenter les gens en électricité, quoi. Je complète juste sur un truc pour ceux qui sont un peu techniques. Oui, ça peut être rentable de miner chez vous, si vous savez faire l'infra vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer des hashboards et miner chez vous, à condition que derrière vous branchez sur une API avec un fournisseur d'énergie qui n'est pas EDF, qui vous permet d'avoir le prix spot et justement, on rentre vraiment dans de la technique, mais comme ça je te réponds si tu es un peu technicien, tu peux le faire avec un échangeur calorifique, tu te mets sur ta pompe à chaleur ou ton circuit normal, tu peux miner chez toi. Et l'idéal, c'est d'être branché sur le marché spot et de récupérer ta chaleur dans tes ballons et tout quand le prix est intéressant et que ta machine est rentable. Mais ça demande des connaissances en dev et ça demande des connaissances un peu en tuyauterie, en électrotechnique et tout. Mais oui, ça peut être rentable. Moi, je chauffais dans mon ancien logement mon jacuzzi avec des machines de mining. Et pour le fun, moi j'ai un membre de la communauté qui s'est fait un jacuzzi maison. Il a de l'eau à 37 degrés. Alors je sais pas si c'est rentable, mais il a un ASIC sur un échangeur et il chauffe l'autre chose, son jacuzzi à 37 et ça c'est quand même sympathique. Et nous, on merge tous les deux. On va créer Coco Mining. Et je pense qu'on va être aidé par certains députés français. Air cocaïne. Il y a Pierre Palman, non, sur le coup. Ouais. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est le chauffeur. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il nous reste 5 grosses minutes, les amis. Profitez. Ah non, je vais faire déjà sur le quantique. Non, c'est terminé. Hein. On a dit ça marche pas. Non, celle-là, elle est beaucoup plus sur le sujet. Moi, j'aimerais savoir s'il y a vraiment eu des études comparatives qui ont été faites entre le coût énergétique d'une transaction en Bitcoin et le coût énergétique d'une transaction dans l'écosystème fiat. Une transaction Bitcoin, selon les études, consommerait 2000 fois plus qu'une transaction Visa, de mémoire. Il faudrait revoir l'étude de Michael Kazaka, qui avait fait une étude super complète sur le sujet. Il y avait Cambridge qui a pas mal bossé sur le sujet aussi. Mais c'est encore une fois des choses incomparables parce qu'en fait, le coût est fait par rapport au juste le coût de la transaction. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout l'écosystème bancaire complet avec. Hein. Non, ouais, c'est ça qui est compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait prendre tous les salariés qui vont à leur banque en bagnole, tous les distributeurs, tous les mecs qui viennent ramener le fric, tous les mecs qui banquent, les bâtiments qui sont faits. En fait, c'est le problème, c'est qu'on peut essayer de faire des chiffres partout et on va sûrement payer 40 mecs à l'INSEE ou quelque part qui vont faire ça et branlette intellectuelle pendant 10 ans pour un chiffre qui ne sera pas vrai. Mais il faut voir l'étude de Michael Kazaka qui est vraiment pas mal sur le sujet, mais je ne vais pas aller plus loin moi sur le sujet parce que j'ai pas les connaissances là-dedans et je suis pas expert parce que c'est un métier la statistique. Non, je voulais juste rajouter, je pense que c'est plus aujourd'hui comparable à par exemple un échange de lingots d'or à faire que du fiat. Parce que je veux dire, si on est sur du fiat, on peut partir de juste échanger 10 000 USDC plutôt qu'une transaction en Bitcoin. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a 10 millions d'euros de Bitcoin, en moins de 2 minutes, il peut les transférer d'un wallet à un autre. Quelqu'un qui transfère pour 10 millions d'euros de lingots d'or, il y a plein de tiers à mettre en place, des camions, la sécurité. Et moi, j'ai essayé de payer dehors en or un hot dog. Là, j'étais avec ma perceuse et mon lingot. C'était chiant pour la poussière d'or et pour la peser, quoi. C'était quand même assez relou. On voit tous les kidnappings qu'il y a en ce moment sur la crypto. Alors, je me dis même pas si je me balade avec un sac à dos là, en mode Sangoku, avec 10 kilos d'or sur le dos. Tu iras pas bien loin. Ouais, je vais pas aller loin, quoi. Là, c'est plutôt cold wallet inside, quoi. Donc, il y a quand même. On a tendance à comparer beaucoup l'or au Bitcoin. Je vois pas, à part le système de réserve de valeur, oui, mais sur plein d'autres choses, pas du tout. Comme tu disais, c'est pas transférable rapidement. Moi, je veux payer mon fournisseur demain en Chine 200 000 balles de machine ou 1 million, je ne sais quoi. Ouais, Chronopost, je suis sûr, ils vont me perdre le colis avec les lingots, quoi. Donc,
Flemme. Non, non. Mais t'as pris l'assurance. T'as pris l'assurance pour le colis. Ouais, mais elle est plafonnée, je crois, à 2000 €. Donc non, très, très, très compliqué. Et en plus, ça va passer par un douanier, tiers de confiance, tout le tralala. Non, bah, vraiment, c'est incomparable. Que ça soit en stockage, que ça soit pour... c'est pas sécable. Le seul avantage de l'or aujourd'hui, c'est le track record. C'est-à-dire que ça fait des milliers d'années, on utilise l'or, c'est très bien. Mais on connaît pas sa max supply. C'est-à-dire on sait pas combien il y en a sur la planète. Moi, je vous garantis, je suis président des États-Unis, je trouve 500 trillions d'or dans une grotte. Je vous le dis pas, hein, parce que ça vaut plus rien demain. Donc je vous le dirai même pas. Donc on connaît pas la max supply et on connaît pas la vitesse d'extraction. Pour moi, il n'y a pas de débat par rapport au Bitcoin. Il nous reste 2 minutes. Une dernière question éventuellement. Je finis juste sur un truc. Oui, mais s'il y a une guerre demain, qu'il n'y a plus Internet, blablabli, il y a une EIM, il y a un truc solaire, blablabli, blablabla. Je vous mets au défi d'acheter à manger avec de l'or quand c'est la war partout. Hein. Je crois que votre or, il vous paye rien du tout. Hein. Ça va revenir en mode troc comme à l'ancienne. C'est celui qui va avoir à manger et de l'eau qui va avoir le plus d'argent. Et c'est pas... Enfin, j'ai des grands-parents qui ont connu des guerres dans d'autres pays et tout. L'or, ça servait à walou, que dalle. C'est celui qui avait du gibier à échanger, celui qui avait à manger, celui qui avait des vêtements. Mais demain, s'il y a vraiment plus Internet, il n'y a plus rien, je suis pas sûr que c'est l'or qui va vous faire que vous allez vous en sortir. Écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour. Personne ne veut rien rajouter, on est bon? On est dans le timing. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'étais occupée pendant le hackathon, je me suis dit tiens, Ça se passe bien d'ailleurs. ça se passe très bien, merci. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, effectivement, il y a hackathon, je ne sais pas comment on dit, qui est en train de se dérouler dans une pièce derrière où on a décidé d'enfermer quelques geeks, un peu développeurs, qui sont en train de nous faire des trucs fantastiques, visiblement. On les laisse pas sortir tant qu'ils n'ont pas fini, donc... Et pour le moment, ça se passe bien. Et pour l'instant, ça se passe bien. On leur a quand même donné à manger et à boire, donc ça va. C'est beau. Et ils n'ont droit qu'à du Red Bull et du Coca. Vous les promenez un peu ou pas ou... Non, mais eux, il n'y a pas besoin.